Bonjour. Partagez, ça va pas être très long parce que je dois filer tout à l'heure. Il y a tellement de directs en ce moment que c'est chaud quand même, hein. Il y a tellement de directs, il y en a un paquet. J'ai cru voir des liens là passer. Donc il y a Modestine, il y a Professeur Niamsi, paraît-il. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Oh là 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 là, ça va être compliqué quand même, hein. Le petit Serge Anango, le tout petit ingénieur, comment il va arriver à se faire une place face à ces géants? Très compliqué. On va quand même essayer. On va quand même essayer. Bien. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Oui, moi j'ai l'écharpe, j'ai le chapeau, je m'apprête à me barrer du bureau. Je devais faire le direct dans la voiture, mais je vois qu'il y a tellement de personnes qui sont en direct. Et c'est très compliqué. Et donc, c'est des grands, hein, c'est des gens. Vous savez que j'ai été vomi. Vous savez que je ne vaux plus rien, ce qui veut dire que quand les géants sont en direct, que vaux-je? Hein? Ils ont tous ils ont la vérité. Voilà. Nous allons faire un direct ce midi pour parler de la nécessité de Maurice Kamto d'aller à l'élection présidentielle. Nous avons décrypté la situation en envisageant le pour et le contre. On a sous-pesé et l'ayant décrypté, on a conclu que c'était utile qu'il aille à l'élection présidentielle. Il en valait de la survie de son parti. Voilà. Euh, il a fait exactement la même analyse que nous, hein. Je ne sais pas si celui qui a regardé le direct de ce midi, pardon. Il y a des gens qui vont me dire que j'ai le cure dans la bouche, que c'est pas respecté. Ceux qui ont regardé le direct de ce midi et qui ont écouté Maurice Kamto ont constaté qu'il a fait la même analyse. Oui, je l'ai enlevé, Isabelle, je l'ai enlevé. Je savais qu'il y a un salopard qui allait me faire le commentaire. Je vous connais tellement, hein. Dès que ça, j'ai senti que quelqu'un allait me faire la remarque parce qu'on vous connaît. Donc, j'ai retiré le cure-dent. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, partage, Isabelle, autour. Partage. Parce que si je retire le cure-dent et tu ne partages pas, là, je te fume tout de suite. Voilà. Et vous allez avoir toutes les analyses émotives ce soir, un peu de partout. Vous allez voir des gens qui vont interpréter cette décision comme une victoire parce que c'est ce qu'ils avaient demandé. Et c'est un peu la naïveté des Camerounais. C'est-à-dire à chaque fois d'interpréter le commencement comme une fin, en fait. C'est pareil. Vous avez des personnes, quand ils prennent l'avion pour venir en Mbeng, ils ont en tête que Mbeng, ils sont arrivés. Voilà. Que quand tu poses des pieds en Mbeng, tu es arrivé. Et ils oublient en fait que à partir du moment où vous posez le pied sur le sol français, c'est le début d'un commencement, c'est le commencement d'une autre vie, que vous n'êtes pas du tout arrivé. Vous êtes plutôt en train de commencer quelque chose. C'est le commencement d'autre chose. C'est deux airs qui se séparent. R, E, comme le temps comme les époques. C'est deux airs qui se séparent. La fin de l'un, c'est le début du commencement de l'autre. Mais nous, en Afrique, on a souvent très peu conscience de cela. On a souvent très peu conscience de ce fait-là. C'est qui, pour certaines personnes, à très rapidement se mettre à danser dans une situation où il y a plutôt matière à se poser des questions, creuser et avancer. Comme je sais que vous détestez la lecture, pour mieux illustrer ma façon de voir la vie, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris ma façon de voir la vie. Moi, je suis certes de confession scientifique, vous le savez. Je ne dis pas que je suis le meilleur scientifique du monde, contrairement à ce que vous avez l'habitude de penser, parce que dès qu'une personne dit une chose, vous l'interprétez de travers. Je dis juste que beaucoup de personnes ont choisi d'être... Vous savez, chaque personne évolue en ayant un guide. Pour certaines personnes, le guide, c'est la tradition. Les traditions ancestrales. Ils ont le droit, d'ailleurs, je ne les juge pas. Pour d'autres, le guide, c'est la religion. C'est la religion. Et pour une autre catégorie de personnes, le guide, c'est leur façon de penser, le bon sens. Et d'autres, le guide, c'est les lois de la République. C'est-à-dire que, en toute situation, il fait le crash test entre la situation et ce que prévoit la loi en vigueur. Voilà. Il y a des personnes qui, la loi a beau être écrite,
il dit c'est la tradition de mon grand-père qui prévaut. Donc, il vit dans une république, il décide que c'est la tradition qui est son guide. D'autres vivent dans une république et décident que c'est la religion qui est leur guide. Et voilà. Et puis, dans cette catégorie-là, il y a des technocrates, des personnes qui pensent que c'est l'observation qui est leur guide. Et la science découle de l'observation. Donc, je fonctionne avec ce que j'observe. Et moi, j'ai beaucoup apprécié une matière que j'avais fait à l'école qui s'appelle, voilà, il y a des personnes, le jour même que je suis calme, je n'ai même pas encore insulté les gens, il y a un connard qui vient se plaindre. Donc, toi pour Paul Clo-Clo, le gros cul de ta maman, connard, tu vois, j'avais encore insulté personne, t'es le premier, et t'es bloqué, givré de la cervelle. Donc, je reviens, je disais tantôt. D'ailleurs, quand vous venez suivre mon direct, si vous voulez que je reste concentré sur le sujet, c'est à vous de fumer les cons qui s'hasardent. C'est-à-dire que quand il y a un abruti qui débarque à un commentaire stupide, vous devez être 100 à lui répondre. Si vous êtes 100 à le fumer, je n'ai pas besoin de le gérer. Je suis obligé de les gérer parce que vous regardez comme des moutons, vous ne faites rien. Et vous n'intervenez que pour me dire de ne pas gérer les idiots. Si vous gérez les idiots, je ne vais pas le faire. Un direct, c'est participatif, c'est-à-dire que chacun son rôle. Moi, je n'ai pas à gérer les idiots. Vous devez gérer les idiots. Vous devez les censurer, c'est-à-dire leur donner la honte de commenter. Vous devez leur donner la honte de commenter. Quand vous allez vous regarder comme ça, comme des cadavres, je ne sais pas. Et je suis tenté de penser que ceux qui commentent quand j'insulte sont des personnes de mauvaise foi, des personnes qui de toute façon n'auraient rien tiré de ce que j'étais en train de dire. Parce que si vous êtes intéressé par ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas supporter que quelqu'un vienne faire des commentaires hors sujet. Et ça, c'est très caractéristique camerounais. Je vous ai posé un texte que je vais vous lire tout à l'heure sur la façon de penser. Les 4 commentaires qui ont été postés dessus sont hors sujet, des insultes. Et puis quand on sombre dans l'insulte, comme vous dites qu'un intellectuel ne doit pas insulter, ben un intellectuel n'est pas là pour écrire des choses pour que vous venez l'insulter dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Un intellectuel n'est pas là pour écrire des choses pour qu'on vienne l'insulter dessus. Donc je vous dis, c'est à vous de jouer le rôle des censeurs. C'est une parenthèse. J'étais en train de dire en fait que dans la vie, chacun a ses guides. Le problème souvent, c'est que celui qui est guidé par la tradition veut forcer celui qui est guidé par la science d'adhérer à sa façon de penser, à sa façon de voir. Et on tombe là sous ce que j'ai expliqué récemment, que pour pouvoir analyser quelque chose de façon concrète et correcte, surtout si vous êtes deux, il faut le ramener au même référentiel. Il faut être tous les deux dans le même référentiel pour pouvoir discuter. Il me sera très impossible de discuter avec quelqu'un qui a pour guide la tradition. C'est très compliqué. Parce qu'elle est incompatible parfois avec la science. Donc, on ne pourra pas s'entendre et ça va être un dialogue dessous où on va se retrouver dans une situation où il est en face de moi, il voit le 9 et moi je vois le 6. Tous les deux, on a peut-être raison, mais sauf qu'on a des points de vue totalement différents parce que nous ne sommes pas dans le même référentiel. Peut-être d'avoir un repère fixe, indépendant de nous deux et se référer à ce repère. Et moi, j'ai toujours choisi que ce repère dans une société, c'est la loi, c'est le droit. C'est pour ça que je ne condamne des choses que lorsque ça tombe sous le coup de la loi. Shakiro peut aller tailler les pipes à qui il veut. Moi, je ne vois pas en quoi il a lésé les gens. Et j'estime d'ailleurs par désobéissance civique que la loi qu'il interdit de le faire, elle est abusive. Il a le droit de faire ce qu'il veut en tant qu'adulte. Il a le droit de sucer le tronc d'un arbre. Il a le droit de sucer la branche d'un arbre. Il a le droit de sucer la canne. Il a le droit de sucer une banane. Et donc, il a le droit de sucer un sgeg. Voilà, ça, c'est ma façon de voir la vie. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi. C'est votre façon de voir. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, en fait, que moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est justement de ne pas avoir ce côté triomphalisme stupide. Moi, quand j'ai eu mon bac avec une très bonne mention, pendant que mes camarades à côté, pour eux, c'est la fin, ils avaient le bac, on aurait dit en fait qu'ils avaient le travail le lendemain. Moi, j'étais en train de m'interroger sur, et puis maintenant quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? C'était ça ma question en fait. Après le bac, et puis quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question. Comment je vais faire après le bac? Comment je vais faire pour capitaliser mon intelligence et me sortir de la fatalité qui est la mienne? C'est-à-dire que dans un pays comme le Cameroun, si vous avez une famille, vous êtes d'une famille pauvre, eh bien vous finissez pauvre. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un concours. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un concours. Donc, clairement, il y a toutes les moyens de finir pauvre. Et j'ai commencé à cogiter, gamberger, creuser. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé où je suis. Ce qui crée parfois beaucoup de jaloux. Parce qu'ils auraient bien aimé que je reste pauvre. Parce que si j'étais justement resté pauvre, ça aurait été le moment de nous attaquer, de m'attaquer sur ma pauvreté. Donc, comme je suis sorti de cette fatalité, ça pose visiblement problème à certains qui ont souvent même tendance d'ailleurs à la nier. Mais
Ça, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vous expliquais en fait que il faut qu'on évite le triomphalisme. Moi, j'ai vu 2 directs aujourd'hui qui me posent problème, qui me disent, eh merde, on va recommencer avec la même bêtise, on va recommencer avec la même bêtise. Nous avons fait une analyse, en fait, cet après-midi, des raisons pour lesquelles il fallait que Maurice Kamto parte. La bonne nouvelle, c'est que Maurice Kamto a exactement fait la même analyse que nous. Si vous avez regardé mon direct de ce midi avec le collègue du MRC, qui lui-même a été pris de coup d'ailleurs, hein, je vous rappelle que quand on finissait le direct, vous étiez en train de dire que le MRC ne partait pas. Il était en train de dire que ce n'était pas vrai, que le MRC ne va partir. Quand j'ai eu l'information, c'est moi qui lui ai transmis. Je suis allé à son bureau, je lui ai dit le MRC n'y va pas, il n'y a pas cru. Donc pour vous dire que lui-même il a été pris de coup, c'est une décision comme ça qui est arrivée assez brutalement, hein, qui est arrivée très brutalement sans que les gens aient la possibilité et le temps de se préparer psychologiquement. Donc ils sont vraiment tombés de court, ils ont été pris de court. Voilà. Donc il est important, donc comme je disais tantôt, donc honnêtement, je voulais faire un direct pour fouetter les gens. Oui. Parce que ce qui tue beaucoup, ce qui nous tue en Afrique, c'est cette faculté de tomber dans le même piège tout le temps. De tomber dans le même piège. De ne pas creuser. De ne pas aller loin dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le superficiel, on est dans l'émotion, et on est dans le « je veux avoir raison, j'ai eu raison ». Je suis désolé, beaucoup de personnes pensent certainement que les soubresauts de la basse que j'avais prévus il y a 8 mois et qui me donnent naturellement raison m'enchantent. Non, ça ne m'enchante pas pour une raison simple. Je n'ai jamais eu de doute que ça allait arriver comme ça. J'ai essayé tant bien que mal, même hors de la résistance, d'alerter ceux qui sont à l'intérieur parce que l'intérêt, c'est que le Cameroun change. Étant donné qu'on est isolé et qualifié, traité comme pestiféré, que notre parole n'est plus crédible, on essaie quand même d'influencer comme on peut. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Parce que la dictature de l'opinion était plus forte. Et hier ou avant-hier, il y a une jeune Camerounaise qui m'a contacté, qui m'a dit, une Camerounaise qui a 20 ans, donc qui vient de passer en 3e année, je crois, donc il y a un DUG, qui m'a dit, Serge, je vois beaucoup ce que tu fais sur Internet. Ta façon d'envisager les problèmes m'a parfois aidé, m'a parfois permis. J'ai fait un concours où, à l'oral, j'ai utilisé à peu près beaucoup de choses que tu disais de façon générale. Voilà. Je vous signale que c'est une personne qui est dans un métier plutôt juriste. Hein. C'est une juriste, elle n'est pas scientifique. Et elle estimait qu'en fait, dans beaucoup de choses que je développais sur Internet, elle avait appris beaucoup de choses qui lui ont permis dans un oral de bluffer le jury et donc de réussir son concours sans avoir à payer. J'en suis fier, j'en suis fier. Elle m'a posé une question philosophique, à savoir, à quoi sert la philosophie? Parce qu'elle m'a dit en fait que c'est qu'elle a beaucoup tiré dans les enseignements que j'avais. C'est depuis 2016 qu'elle doit me suivre. Elle dit ce qu'elle a beaucoup tiré dans mes enseignements, c'est certains développements philosophiques que j'ai fait quand je vais être sérieux. Et elle me disait que même si elle voit ce que c'est la philosophie, même si elle voit l'impact que la philosophie a sur elle, elle m'a demandé à quoi sert la philosophie. Et vous allez voir que au regard du développement que je lui ai fait, que j'ai décidé de partager avec vous, parce que je me dis que cette jeune, elle veut savoir, il y a peut-être d'autres qui veulent savoir, mais qui n'ont pas la porte ouverte, j'ai mis sur ma page. Évidemment, je sais que vous n'allez pas partager ça, parce que si ça avait été un striptease sur ma page, vous l'auriez partagé partout dans le but de déplorer, de trouver que ce n'est pas les valeurs que le Cameroun... Quand c'est un développement intellectuel, qui même si ça ne profite pas à vous, peut profiter à votre petit frère qui n'est pas forcément aussi stupide que vous. Vous ne le partagez pas. J'observe par exemple qu'il y a 7 partages et peut-être si je cherche bien, ce serait de la même personne. 3 partages, c'est sans doute la même personne, sans doute. Voilà. Bref, les gens ne l'ont pas partagé. Ce qui est tout à fait symptomatique. Mais avant de revenir sur le malaise que j'ai vis-à-vis de la réaction de mes camarades, ou j'ai envie de dire de mes anciens camarades, parce qu'aujourd'hui, ce soir, on n'est pas dans le triomphalisme, on n'est pas dans l'attaque. Au départ, j'ai pensé, quand j'ai écouté le direct d'un Ghanan, à le refiler une fessée. Parce que c'était un peu la prolongation des erreurs qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, sans tirer les enseignements. Mais tout bien réfléchi, j'ai changé d'avis. J'ai décidé d'être plus consensuel, sans doute par rapport au fait que ce week-end, j'ai dû faire preuve d'exemplarité pour développer une question aussi simple. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas très simple
de répondre à une jeune personne qui vous demande à quoi sert la philosophie. Bon, moi je lui ai répondu comme je sentais. Parmi vous, sans doute, il y a des profs de philosophie. Je leur laisse me dire ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai pensé qu'en fait que... Elle m'a posé deux questions. À quoi sert la philosophie? Penses-tu que les Camerounais ne seraient pas moins givrés si on commençait la philosophie dès le cours préparatoire? Voilà quelqu'un qui a gagné l'enseignement, qui a fait la philosophie à l'école comme un simple cours et qui peut-être grâce à mes postes a réussi à matérialiser la philosophie. C'est un peu comme nous au Cameroun, nous faisons beaucoup de physique. Nous faisons beaucoup de physique théorique et on ne l'applique pas. On ne l'applique pas assez. Ce qui fait que vous avez parfois quelqu'un qui est très bon pour résoudre des équations théoriques. Vous le mettez en situation pratique, sur un système pratique, il ne saura pas. Vous savez, beaucoup de personnes vont souvent avoir les histoires de pendules élastiques là qu'on fait à l'école. Ils vont dire, mais ça sert à quoi? Ils ne savent pas à quoi ça sert, mais ils savent modéliser l'équation différentielle du mouvement de ce pendule. Mais ils ne savent pas que ça correspond à des situations qui sont bien plus complexes que ça. Par exemple, les fondations d'un immeuble sont un oscillateur mécanique si c'est bien dimensionné pour être antisismique. Mais ça, il ne peut pas le savoir parce qu'il est resté que théorique. Et donc, elle disait en fait que grâce à moi, elle avait appris beaucoup sur ce truc-là, sur la philosophie, mais de façon matérielle. Et elle me posait la question à savoir, est-ce que si ça lui a bénéficié à elle, ça ne pourrait pas bénéficier à beaucoup de jeunes? Donc, elle voulait savoir comment je peux lui donner les termes simples pour qu'elle puisse l'expliquer aux gens. Elle m'a demandé à quoi sert la philosophie. Penses-tu que les Camerounais seraient moins givrés si on commençait la philosophie dès le cours préparatoire? Je lui ai dit oui, effectivement. On m'a souvent demandé à quoi servait la philosophie, d'ailleurs, quand j'étais, je crois, encore au Cameroun. Mais moi, je suis répondu, parfois pour rigoler, que ça ne servait à rien. Mais évidemment, c'est une blague. Moi, je blague quand je dis que ça ne sert à rien. Parce que vous savez, quand on a 14, 15 ans ou 16 ans, on a besoin d'une discipline qui vous apprend à penser contre vous-même. C'est l'essence même de la philosophie, penser contre soi-même. La philosophie ne vous apprend pas à penser que vous êtes plus intelligent que l'autre. C'est d'abord à penser que vous êtes faillible, que vous pouvez commettre des erreurs. Et c'est une fois qu'on est conscient de cela qu'on est capable de s'améliorer. C'est ça que c'est la philosophie. La philosophie vous apprend, à la fin de votre vérité, d'envisager la vérité d'en face. Qui vous apprend, par exemple, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Par exemple, la vérité d'en face vous apprend, vous apprendre peut-être que la loi, ce n'est pas le contraire de la liberté. La loi ne s'oppose pas à la liberté. Car en réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est peut-être parfois parce qu'il y a de la loi qu'on peut se sentir plus libre. Donc, hier, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Quand on a la chance, donc comme moi, d'apprendre des choses comme ça quand on a 15 ans, le fait d'envisager que tout n'est pas noir, ni blanc, ni gris, c'est juste bénéfique par la façon dont on peut envisager et voir la vie. Vous savez, beaucoup de nos amis résistants, s'ils avaient juste appris ces notions-là, je peux vous garantir que la résistance ne serait pas le brouhaha qu'il y a aujourd'hui. Elle ne serait pas cela. On n'aurait pas tous ces bagarres à deux balles que vous voyez à gauche, à droite. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans doute venues parce qu'ils espéraient que je tire sur les gens. Quand ils voient que je suis bien plus posé et que je suis bien plus calme, ils se barrent. C'est pas très intéressant, ça parle de philosophie, ça les intéresse pas. C'est tout à fait classique. En revanche, si j'étais en train de parler de Flore Lille, et je parlais, je ne sais pas moi, du gros cul de la matière de quelqu'un, il y aurait déjà au moins 5 salopards qui m'auraient expliqué que ce n'est pas ça le débat, qu'un intellectuel n'a pas à faire ça, et il serait resté quand même. Là, c'est intellectuel. Il n'a rien à dire, et il se bat en courant. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, je sais comment vous retenir. Mais enfin, ce soir, je ne vais pas me livrer à cet exercice, puisque ce n'est pas le soir pour ça. Moi, je pense sincèrement, encore une fois, que la philosophie permet de fabriquer des meilleurs citoyens. Elle ne sert pas qu'à avoir des notes au bac. Elle ne sert pas qu'à avoir des notes au bac. Elle permet de fabriquer les meilleurs citoyens. La philosophie nous enseigne aussi que ce n'est pas à la fréquentation, ce n'est pas à la connaissance de ce que les autres ont pensé avant nous, que nous pouvons mieux nous comprendre et comprendre notre futur. Voilà, par exemple, moi, c'est parce que Descartes, à une époque, a pensé comme il pensait, qu'il m'a beaucoup influencé dans ma vie et m'a permis de comprendre beaucoup de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un que mon Dieu, c'est Descartes. Une fois, Stella m'a fait une petite surprise. Elle m'a dit, retrouvons-nous à Saint-Germain-des-Prés. J'ai dit, elle me dit, mais on se retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Germain-des-Prés? À Saint-Germain-des-Prés, il y a une église là-bas. C'est là-bas qu'est enterré Descartes. Elle m'a dit qu'on se retrouve là-bas. Elle sait combien j'aime Descartes. Descartes, c'est pour moi, Descartes, c'est Descartes, quoi. Et dès que je parle de ce nom, j'ai la chair de poule. Descartes, René Descartes. Certains, c'est Dieu, certains, c'est Jésus. Moi, c'est René Descartes. Et elle m'a amené dans l'église. J'étais devant la pierre tombale de Descartes et je me suis mis à pleurer comme un malade.
je me suis mis à pleurer comme un malade. Cet homme qui a tant façonné ma vie, je ne l'ai pas connu. J'aurais tellement aimé vivre son époque. Il n'était pas devant moi, mais sa dépouille était là devant moi. C'est des moments forts. C'est des moments forts que je vous recommande parfois de vivre. C'est-à-dire, vous vous retrouvez comme ça en face de quelqu'un qui a beaucoup représenté pour vous. Pour certains, c'est peut-être un joueur de foot ou une chanteuse rockstar ou je ne sais pas trop quoi. Moi, c'était René Descartes. J'étais devant la pierre. Attends, je vous jure, j'ai pleuré ce jour-là dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui passaient à côté de moi. Ils devaient se dire, mais ce mec est tellement habité par la religion, par Dieu. Mais ils n'y étaient pas. Et je suis justement habité par une personne qui a passé sa vie à remettre justement l'existence de Dieu. C'est juste que sa pierre tombale était là, une partie de ses restes, parce qu'il faut savoir que René Descartes est décédé en Suède et sa dépouille est revenue en France quelques années plus tard. Donc, une partie de sa dépouille est entourée. Et en Touraine, je pensais qu'il était enterré en Touraine, mais il y a une partie de ses restes à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, c'était là dans ses recherches, je l'avais découverte avant moi et avait décidé de me faire une surprise. Donc, j'ai été très ému par ce petit geste d'attention. Donc, c'est pour vous dire à quel point Descartes, pour moi, c'est Dieu. Voilà. C'est-à-dire que Jésus peut cramer, on peut prendre Jésus si on veut. Moi, j'en ai rien à foutre, mais je donnerai tout pour rencontrer Descartes parce que c'est lui qui a façonné ma vie. Et je vous dis justement que la philosophie permet en fait de penser, de mieux se comprendre par rapport à certains qui ont pensé avant nous. C'est aussi ça l'avantage. Mais il faut aussi savoir en fait que la meilleure façon aussi de se sentir libre, c'est surtout de savoir qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive forcément aujourd'hui. On n'est pas les premiers à faire face à ce qui nous arrive. D'autres y ont fait face, ils se sont creusés la tête, comme par exemple ceux qui ont cherché à comprendre l'homme, ceux qui ont cherché à comprendre l'humain, ceux qui ont cherché la vérité. Et quand on a cherché la vérité, ça nous apprend une certaine humilité. Et ça nous fait penser à quelqu'un qui s'appelle Socrate. Pourquoi Socrate, c'est le père de la philosophie? Socrate, c'est le père de la philosophie parce que contrairement à notre full professeur F2OL, donc j'ai eu le plaisir de caresser ce week-end, Socrate, c'est le père de l'humilité en fait. L'humilité, c'est-à-dire qu'être humble ne signifie pas qu'on est bête. Mais aussi affirmer qu'on connaît certaines choses ne signifie pas non plus qu'on est prétentieux. Être humble, c'est reconnaître qu'on a certaines connaissances et qui sont sujets à encore évoluer, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Et vous savez, Socrate a eu cet impact en philosophie parce que c'est le mec, vous le croisez dans la rue, vous venez comme ça, vous montez sur vos grands chevaux pour lui expliquer que vous connaissez mieux que lui et que vous connaissez tout. Il vous regarde, il vous dit, mon cher frère, vous avez bien la chance de connaître tout ce que vous savez parce que moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et là, n'importe quel esprit troublé va se dire, il a affirmé qu'il ne sait rien, donc moi, je sais plus que lui. Sauf qu'au fil de la discussion avec Socrate, vous allez vous rendre compte que Socrate arrive à démontrer à son interlocuteur que celui-ci ne sait rien. Mais le pire par rapport à Socrate, qui sait qu'il ne sait pas, c'est que son interlocuteur en face ne sait pas qu'il ne sait rien. Vous savez, le problème avec nos gars de la brigade anti-sardinate, c'est qu'ils sont bêtes, ils sont stupides, ils sont limités intellectuellement, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont un public qui les cultive et qui les entretient dans cela et qui les enferme dans une sorte de vase clos. Voilà. Ce public les enferme dans une sorte de vase clos qui ne laisse pas libre cours à la réflexion et au fait de creuser son opinion. On va en parler d'ailleurs de ce qu'on appelle l'opinion tout à l'heure parce que beaucoup de gens confondent souvent le fait de penser par soi-même au fait d'avoir une opinion. Vous allez comprendre qu'une opinion, tout le monde l'a. Et vous allez comprendre en fait que sur Internet, la plupart des discussions qui sont là, c'est des personnes qui ont des opinions, ce ne sont pas des personnes qui pensent par eux-mêmes. Il ne faut pas confondre penser par soi-même et avoir une opinion. On est capable de penser par soi-même quand on est capable de matérialiser son opinion avec des arguments objectifs et perceptibles. Voilà. Donc, continuons quand même notre petite balade philosophique où je vous parlais de Socrate. Socrate, en fait, justement, comme je vous dis, c'était le père de l'humilité. C'est le professeur en humilité, qui enseigne en fait que la meilleure façon d'apprendre, c'est de savoir qu'on ne sait pas.
C'est-à-dire que si vous venez sur le direct d'Adango, même si vous le détestez, si vous partez du principe que même si je déteste ce mec, il y a des choses qu'il connaît que je ne connais pas, vous allez partir de là moins bête que quand vous êtes venu. Mais si vous arrivez avec la prétention de vous dire que parce que tout le monde dit que Serge Adango est traître, tout le monde dit ceci, donc je ne peux rien tirer de lui, c'est la garantie de repartir de mon direct bien plus stupide que quand vous êtes arrivé. C'est la garantie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, en appliquant tout ce que je viens de vous dire, par exemple, sur une dissertation, c'est l'occasion pour moi de revenir en fait sur quelque chose que j'ai souvent constaté lors des discussions sur Internet, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris le fameux thèse, antithèse et synthèse. Il faut rappeler que le travail de dissertation, parce que c'est l'absence de compréhension de cette partie-là qui crée les débats qu'on a chez nous, qui fait que même quand quelqu'un a partiellement tort, il préfère s'enfermer dans sa bêtise parce qu'il a l'impression que le fait de concéder une part de ses torts, c'est remettre en question tout son tort. Voilà. En fait, il se dit, si je dis que Serge a raison sur ce point, ça veut forcément dire que j'ai tort sur tous les autres points. C'est ce qu'on appelle la logique booléenne et stupide. C'est un peu comme celui qui va venir sur un texte que j'ai écrit, il va prendre, et à partir de cette faute, il va remettre en question tout le texte. C'est une logique stupide. C'est quelqu'un qui est vraiment givré dans sa cervelle. Ça n'obéit à aucune règle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous commettez une faute dans une dissertation qu'elle remet en question la dissertation. C'est d'abord l'idée. Ce n'est pas le son. Le son, c'est l'esthétique. La faute n'intervient que dans l'esthétique. Il vaut mieux une dissertation bien construite avec des fautes qu'une dissertation très bien écrite et qui ne repose sur rien et qui ne développe rien du tout. Hein? Il vaut mieux peut-être quelqu'un qui résout un problème mathématique correctement, apporte la bonne solution avec des fautes, que quelqu'un qui écrit très bien le français et qui est complètement à l'ouest, qui est complètement torché, il aura zéro, il va échouer. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est des choses que vous avez peut-être oubliées parce que la vie au Cameroun ne permet pas d'entretenir l'intelligence. Si vous êtes sorti de l'école bête au Cameroun, vous êtes garanti que vous êtes bête à vie parce que vous n'avez pas de situation où vous confrontez votre intelligence, où vous soumettez, ou mettez en jeu votre intelligence. Il n'y a que quand vous préparez un concours. Mais une fois que vous avez réussi votre concours et que vous êtes préfet, vous n'avez plus d'obligation. Vous n'évoluez qu'en fonction de comment vous faites allégeance au gouvernement en place, ou en fonction de comment vous êtes compatible, ou en fonction des relations que vous avez, mais certainement pas en fonction de ce que vous pouvez apporter intellectuellement ou professionnellement. Donc c'est clair que quand vous sortez d'une formation scolaire au Cameroun en étant stupide, vous êtes sûr d'être stupide. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand ils ont raté leur terminale, pour moi, ils ont raté tout le restant de la vie. Moi, je suis bien parce que j'ai réussi ma terminale. J'ai réussi ma terminale parce que beaucoup de personnes n'avaient pas compris, en fait, ce modèle de thèse, antithèse et synthèse. Beaucoup de personnes pensent qu'une dissertation, c'est faire une thèse, puis ensuite remettre complètement sa thèse. Je vais prendre un exemple. Une dissertation, ce n'est pas, par exemple, j'introduis en disant c'est noir, je développe partiellement en disant c'est noir, puis après je dis en fait non, ça peut aussi être blanc, c'est blanc, c'est blanc, et enfin je conclus qu'en fait vous savez, oh finalement c'est gris. Vous voyez, une dissertation, c'est pas de venir dire au départ que Paul Biya est bien, puis après dit comme tu es aussi bien, et au final dit mais bon, les deux sont bien et Cabral aussi est bien. Mais vous faites ça en dissertation, vous avez zéro. Zéro. Tout rond. Je vais prendre un exemple simple. J'ai eu des effritements avec des gens sur mes directs récemment parce que j'ai osé dire que les traditions ne se valaient pas et que les cultures ne se valaient pas, que la culture européenne, à mon sens, était plus compatible à ce que je ressentais de l'humanité, à ce que j'attendais de l'humanité que la culture bantoue. Voilà. Je me suis fait incendier, je me suis fait insulter. Mais imaginons que je vous avais donné ça comme sujet de dissertation. Si, par exemple, quelqu'un se contente à dire que toutes les cultures se valent, par exemple, un Bamileke qui va expliquer que la culture Bamileke vaut autant que la culture européenne, ou alors un Bamileke qui va expliquer que la culture Boulou, la culture Bamileke vaut autant que la culture Boulou, et qui n'appartient à aucune autre de s'estimer supérieur de s'estimer supérieur à l'autre. Donc je parle, là, je fais un clin d'œil là à mon ami Marlène Mvoutou, qui est suprématiste Boulou, et que l'idée même de la supériorité culturelle a parfois justifié des crimes, c'est-à-dire parfois des crimes, les Hutus contre les Tutsis, la colonisation, l'esclavage, un certain nombre de choses comme ça. Si, voilà, vous voyez par exemple typiquement le genre de commentaire, quelqu'un, je suis en train de développer très sérieux, je suis profond, le mec il vient écrire n'importe quoi. Donc naturellement, ça va être ton dernier commentaire simpliste. N'importe quoi en réalité, c'est ton cerveau. Donc si j'estime en fait que, si je commence comme ça,
Puis après, en deuxième moment, donc je développe en disant que toutes les cultures se valent, que le boulot n'a pas dit qu'il dépasse le bamileke, que le bamileke n'a pas dit qu'il dépasse le bafsa, et que le blanc n'a pas dit qu'il dépasse le noir, machin, bidule, que donc toutes les cultures se valent. Et qu'en fait, dans un deuxième temps, j'ai dit, bon, c'est vrai quand même que culturellement, je préfère pioler à New York que d'aller pioler à Kaboul, chez les talibans. Que culturellement, culturellement, je préfère habiter à Londres que d'aller habiter, je ne sais pas moi, dans le Nozo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous arrivez à dire ça, effectivement, vous aurez fait de très belles phrases, mais vous aurez zéro. Parce que vous n'aurez pas dit grand-chose. La réalité, c'est que tu aurais bien pu dire aussi que tu préfères habiter à Kaboul plutôt que d'habiter à Douala plutôt que d'habiter à Kaboul, ainsi de suite. Et après, rebondit sur le fait que, oui, mais on ne peut quand même pas dire qu'une culture est supérieure à l'autre, donc on va dire que toutes les cultures se valent. Ce n'est pas la dissertation, c'est zéro. En réalité, la dissertation, l'antithèse vient où? L'antithèse vient du fait que tu as suffisamment creusé profond dans ta réflexion et que tu es tombé sur un nœud qui te permet de bifurquer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'antithèse... Qu'est-ce que me dit? L'antithèse vous permet, par exemple, de vous dire... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que vous devez développer la question. Si vous faites comme je vous ai dit précédemment, vous avez zéro, comme j'ai dit tout à l'heure. La dissertation, c'est comme creuser un puits. Quand on creuse un pétrole, on peut à un moment donné rencontrer l'eau. Et dans ce cas, il faut bifurquer. La dissertation, c'est ça. J'ai mon sujet. Je le creuse, je le creuse, je le creuse jusqu'à ce que je croise une limite à ce que j'ai fait. Ça suppose de creuser. Ça suppose d'être capable d'affronter la vérité en face. Ça suppose d'être capable d'affronter sa propre vérité, d'affronter ses limites. Confère ce que j'ai dit plus haut. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous bifurquez pour tomber sur l'antithèse. Voilà. Par exemple, dans le sujet. Donc, c'est un peu comme... c'est pour ça que quelqu'un peut dire, au départ, je ne vais pas me présenter à une élection. Il développe, il se retrouve en prison, il se rend compte que les Camerounais ne sont pas sortis. Il se fait tabasser en prison, il se rend compte que les Camerounais n'ont pas réagi. Tous ses membres se font arrêter, les Camerounais ne réagissent pas. Bon, il dit, putain, mais si je compte sur les Camerounais là, finalement pour changer quelque chose, ça va rien donner. Bah, autant revenir encore sur la loi, essayer de changer par la loi. Et voilà, c'est comme ça que les choses évoluent. Donc vous comprenez que ce n'est pas très simple de réfléchir. Et qu'à chaque fois, quand on est en train de réfléchir, il y a toujours un salopard qui vient dire « tu crois que tu es intelligent plus que qui ?» En fait, sur Internet, c'est bien plus courant d'afficher sa bêtise, en fait. Quand vous êtes un idiot et que vous venez afficher votre idiotie, ça paraît normal, c'est banal. On ne va pas vous dire « tu crois que tu es plus bête que qui ?» Si je venais commencer là, j'ai commencé à faire le pitre. Et je disais des conneries, par exemple, que le fait de tailler une pipe à une femme à Douala peut causer un séisme à Banjoun. Des banalités comme ça, débiles, et dire que nos ancêtres ne sont pas d'accord par rapport à ça. Un peu comme un jour, Max est venu en direct expliquer que la pluie qui est tombée à Bafoussam, le jour de la réunion du sultan Joya, était une pluie envoyée par les ancêtres. Donc si je viens dire des conneries comme ça, personne ne risque de me demander que je crois que je suis plus intelligent, plus idiot que qui, parce que c'est des idiots aussi, bien sûr. Mais quand vous venez apporter de la réflexion, il y a toujours un salopard qui vous dit, vous croyez que vous êtes plus intelligent que qui? Par contre, si j'étais venu faire ce direct pour parler de Fleur de Lille, il m'aurait dit en fait que regarde un intellectuel qui parle de Fleur de Lille. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez que Facebook reste pour les idiots, c'est ça en fait? Vous voulez seulement que Facebook reste pour les idiots. Vous voulez que toutes les personnes qui ont la capacité de penser, d'élever le débat, quittent Facebook. On laisse Facebook aux abrutis. Je vous rappelle que Facebook n'a pas été créé par un abruti. Facebook a été créé par quelqu'un qui a un cerveau, qui avait là-dedans. C'est un ingénieur qui a créé Facebook. Ce n'est pas un sans-papier, chômeur, laveur des assiettes. Il convient de se mettre ça en tête, les gars. Facebook, ce n'est pas le terreau des idiots. Les idiots font beaucoup plus de bruit sur Facebook. Ça leur donne un semblant, ça leur donne l'impression qu'ils ont le titre foncé de Facebook pour dire qui doit parler, qui ne doit pas parler. Non, Facebook n'appartient pas aux idiots, mes chers amis. Il y a des philosophes sur Facebook. Il suffit d'aller sur les bonnes pages. Il y a des philosophes sur Facebook. Il y a des scientifiques qui développent des thèses sur Facebook. Eh oui, mes chers amis. Il y a des bricoleurs qui viennent sur Facebook apporter les astuces qu'ils ont découvertes eux-mêmes. Il y a des cuisiniers qui viennent sur Facebook partager leur talent culinaire. Il y a des artistes qui viennent sur Facebook partager le génie de leur art. Et puis il y a des penseurs qui viennent sur Facebook penser, aider à penser, aider à la réflexion. Mais qui vous a dit que sur Facebook, quand vous connectez, vous ne devez voir que les Patrice Nganan, les Max Seigneur Ivoire et les Calibri? Qui vous a dit ça? Donc il y a toujours ce côté-là chez vous, qui consiste à vouloir dire que parce que vous êtes idiot, vous ne voulez voir que des idiots sur Facebook. Eh bien non, moi je ne suis pas idiot et je ne veux que voir des non-idiots sur Facebook. Et je ne suis pas élitiste.
j'essaie de vous transporter de votre milieu idiot à un milieu plus sensé. Donc, une fois que j'ai dit ceci, qu'est-ce qui m'a mis à l'aise, mal à l'aise sur la sortie? Ce midi, vous avez bien vu, vous avez vu en fait que, non, je ne suis pas un penseur, je suis un libre penseur, c'est totalement différent. Je ne suis pas un penseur, je suis un libre penseur, Justin Biteni et Tong. Je crois que tu es un des crétins que j'ai déjà fumé plusieurs fois à l'époque, on pouvait encore m'associer à la base. Bizarrement, je trouve que tu m'apprécies un petit peu depuis un certain temps que je tire beaucoup plus sur la base. Ce qui montre que vous n'avez rien de philosophique dans votre position. Vous êtes toujours dans des positions d'intérêt. Vous êtes toujours dans les positions d'intérêt. C'est-à-dire que si on te demande quel est le fondement de mon idéologie, tu ne sauras pas dire. Tu sais juste que ce soir, je suis d'accord avec Serge parce qu'il tire sur la base. Et demain, je serai totalement en désaccord avec Serge parce qu'il tirera sur le RDPC. De même que la base, ça fait la même chose. La base, à un moment donné, s'est dit, j'aime Serge parce qu'il tire sur les sardinards. J'apprécie Serge parce qu'il tire sur les sardinards. Elle n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui était le logiciel de Serge, qu'est-ce qui motivait Serge, quelle était la philosophie de Serge, qui est profondément cartésienne. Eh oui, c'est Descartes, mon guide. C'est le seul qui peut m'influencer. Personne d'autre. Même pas Macron, voyez-vous. C'est Descartes. Donc, vous imaginez que la base qui voulait m'influencer, en me faisant accepter des choses qui ne sont pas dans ma philosophie, c'était pas possible. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils se sont dit, à un moment donné, je disais, comme tu es monté, comme tu es descendu, et les sardinats, vous êtes bêtes, bêtes, bêtes. Ils ont dit, ça, c'est notre gars. Mais ils n'ont jamais cherché à comprendre. Ils n'ont jamais cherché à comprendre. Et le lendemain, quand j'ai commencé à les remettre en question, subitement, je suis devenu traître. Donc, je me méfie des alliances de circonstances. C'est la raison pour laquelle, quand tu me demandes si je suis un penseur, je ne suis pas un penseur, je suis un libre penseur. C'est-à-dire que je pense par moi-même. Parce que quand vous pensez par vous-même, vous vous découvrez vous-même. Et je vous ai dit tout à l'heure que penser par soi-même, c'est différent d'avoir une opinion. Tout le monde a une opinion. Alors, désolé, j'étais en ligne. J'étais en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, envoyez les cœurs et dites oui, parce que j'étais en ligne et j'ai été coupé. J'ai été coupé par un appel qui était très important, que j'attendais depuis. Donc, je disais tantôt qu'en fait, que penser par soi-même, c'est différent d'avoir une opinion. Beaucoup de gens sur Facebook ont une opinion, mais ne pensent pas par eux-mêmes. Vous avez le droit d'avoir comme opinion que Serge est sidéant, comme Kuhn l'a dit. Vous avez même le droit d'avoir comme opinion que Serge n'est pas ingénieur. Ça, vous avez parfaitement le droit. C'est une opinion. Mais ça n'a de sens que lorsqu'on construit cela avec des arguments. Si quelqu'un, par exemple, vient et dit « Serge n'est pas ingénieur parce qu'il a prétendu être un ingénieur mécanique du fluide », et quand je lui ai dit Navier-Stokes, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Or, pour un mécanicien de fluide, ne pas connaître Navier-Stokes, c'est comme je sais pas moi, c'est comme un prêtre qui ne connaît pas Matthieu dans la Bible, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, là, tu peux dire oui, il y a Matthieu a dit qu'il n'est pas ingénieur. Ça, c'est vrai. D'autre part, tu peux aussi dire, Serge est venu prétendre qu'il gagnait, je ne sais pas moi, 5 000 € par mois. Mais comment expliquer donc que quelqu'un qui travaille et qui gagne 5 000 € par mois se retrouve expulsé avec sa famille du jour au lendemain dans la rue, en sachant que pour expulser quelqu'un en France, c'est une procédure qui dure 2 ans. Ce qui veut dire que s'il gagnait 5 000 €, il avait largement la possibilité de mettre Désolé des soucis de connexion. Comme je vous ai dit, il faut recommencer à partager et renvoyer le cœur parce que ça se coupe. Et vous savez qu'il y a nos amis qui n'aiment pas nous voir travailler. Donc, je disais en fait que c'est ça. Donc, quelqu'un qui vient qui dit un ingénieur qui ne peut pas, un ingénieur qui insulte. C'est parce que son opinion à la base, c'est le fait que je ne sois pas ingénieur. Mais il a le droit parfaitement et ça ne compte pas. Si vous avez comme, si vous débattez avec comme élément votre opinion, ça ne compte pas. Par exemple, si vous allez au tribunal, votre fils est accusé de vol et que votre opinion, c'est que votre fils n'est pas un voleur, en réalité, ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est est-ce que tu peux étayer le fait que tu penses que ton fils n'a pas pu voler. Tu ne peux pas dire non, mon fils n'a pas pu voler parce que je l'ai bien éduqué, ça ne veut rien dire. Il faut par exemple dire que le vol a été commis à 16h30, heure de Paris. Et à 16h30, ce jour-là, mon fils était à Marseille. Donc techniquement, il n'a pas pu être à Paris en même temps et commettre le vol. Ça compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous voulez dire que telle personne n'est pas telle chose, il faut avoir des éléments comme substantiels. Sinon, ça ne reste que votre opinion. Et votre opinion, vous avez le droit. Je vous dis, vous avez parfaitement le droit de penser que sur mon pantalon,
Il n'y a pas une bite. Qu'en réalité, je suis une femme qui porte qui a l'apparence d'un homme. Vous avez le droit de le penser. C'est votre opinion. Vous avez parfaitement le droit. Rien. Ça ne vaut absolument rien si vous n'avez pas de quoi étayer, de quoi construire cela. C'est pour ça que je vous dis en général que l'opinion ne vaut rien. Si vous avez fait une dissertation une seule fois dans votre vie, vous comprenez que l'opinion ne signifie rien. Ça vaut que le langage, que votre personne. Donc quand vous dites que Patrice Ganan est un grand homme, et vous venez m'imposer que c'est un grand homme sans me dire en quoi il est grand, et que les éléments pour lesquels vous dites qu'il est grand ne sont pas des éléments qui distinguent quelqu'un de la grandeur, excusez-moi, je ne peux que vous fumer. Je ne peux que vous fumer. Parce que vous allez m'expliquer que faire des collectes pour construire des écoles, c'est être grand. Ah non, c'est être généreux. Mais ce n'est pas être grand. Parce qu'un enfant de 2 ans peut le faire. C'est être généreux. C'est avoir des prédispositions. C'est être empathique. On n'est pas grand parce qu'on est empathique. Dans ce cas, des grands-pères, les vieux, les villageois qui sont très sympathiques, seraient des très grands hommes. On se prosternerait devant eux. Moi, j'ai connu des gens au village. Vous arrivez dans leur case. Ils n'ont même pas de couverture. Mais ils sont prêts à vous donner leurs habits pour que vous vous couvrez. Ça existe, ça, des gens. Ça ne fait pas d'eux des grands, ça fait des personnes bien. Oui, Patrice Ganan, je ne peux pas nier. Contrairement à vous, quand vous m'attaquez, vous voulez à chaque fois remettre le fait que je sois ingénieur ou pas ingénieur, que je mange ou je ne sais pas trop quoi. Mais moi, quand j'attends Ganan, vous avez remarqué que je ne remets en question aucune de ses compétences, aucun de ses diplômes. Je n'ai pas besoin de ça. Je l'attaque sur la base de ses agissements. C'est tout. Et il fait souvent il commet souvent des impairs, il commet suffisamment d'impairs pour se faire fumer. Il y a largement de quoi fumer Patrice Ganan. Il n'y a pas besoin de chercher. Donc, il faut apprendre à penser par soi-même. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont restées prisonniers de cette pensée-là. Et c'est ce qui fait que les gens discutent parce que les gens discutent parce qu'ils veulent avoir raison. Les gens ne discutent pas pour chercher la vérité, ils discutent parce qu'ils veulent avoir raison. Au jour d'aujourd'hui, on a vu dans des personnes qui se gargarisaient, qui se réjouissaient, qui jubilaient parce que finalement, Maurice Kamto n'est pas allé à l'élection et ils avaient dit que Maurice Kamto devait aller à l'élection. Je vous ai dit, ce midi, nous avons fait une analyse pour expliquer pourquoi il devait aller. Il a fait exactement la même analyse que nous. Il est arrivé à la conclusion inverse. Toute la question, c'est de savoir comment interpréter ce fait. Maurice Kamto, je pense qu'il a essayé de renvoyer les Camerounais. Il a essayé de renvoyer les Camerounais à leur conscience. Il a dit qu'il a renvoyé les Camerounais à leur conscience en disant, vous savez, dans ces résistances depuis 1 an, moi, Maurice Kamto, j'ai fait pas mal. Le MRC a fait beaucoup. La diaspora a fait ce qu'elle a pu. Au jour d'aujourd'hui, il reste un acteur dans l'équation qui n'a encore rien fait, c'est vous les Camerounais. Si vous avez envie que l'opposition meure au Cameroun et qu'on finisse avec un régime totalitariste, il en prend acte, il laisse sa politique et il se retourne à autre chose. Si vous avez envie du changement, c'est le moment de matérialiser cela en boycottant les élections et en demandant qu'on modifie le code électoral. Donc en fait, ce n'est pas une finalité, c'est au début d'un processus. Or, moi j'ai vu Ganan aujourd'hui expliquer qu'il va aller capturer Paul Biya et qu'ils ont gagné, que Paul Biya est foutu. Je tiens à rappeler à Patrice Ganan que lorsqu'il est sorti de prison en 2017, c'est le discours qu'il a tenu lors de sa première interview. Lorsqu'il est arrivé en France, sa première interview, c'était de dire que ce régime va bientôt tomber. On était en 2017 et ce régime n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Elle s'est représentée et elle a gagné les élections de façon malheureuse. Donc, Patrice Ganan, vos prédictions de c'est fini, je ne sais pas où vous trouvez ça. La réalité, c'est que vous recommencez à la même bêtise que vous avez commencé en novembre 2018. À savoir de donner l'impression à la diaspora que c'est vous qui allez faire le travail. Quand vous avez imaginé un abruti camerounais qui s'assoit devant sa télé, qui écoute Ganan, il entend Ganan dire, je vais arrêter Paul Biya, je vais le fouetter. C'est ce qu'il entend. Ben, naturellement, il ne se sent pas concerné par la résistance. Il dit, ben, de toute façon, Ganan et son équipe va tout faire. Ganan et son génération change, va venir nous délivrer. Pourquoi il faudrait que je prenne des risques? Je n'ai pas à prendre des risques. Ganan est aux États-Unis, il ne prend pas des risques, mais il va nous délivrer. Moi, je suis au Cameroun, je vais être délivré, mais c'est Ganan qui va le faire. Comment il va le faire? Je ne me pose pas la question, mais j'attends, comme ça. Et c'est pour ça que depuis 1 an, la brigade anti-sardinade a beau essayer d'impliquer les Camerounais, mais ils ont raté le coche parce que pendant longtemps, au moins, il fallait les impliquer. Ils leur ont fait ce que Platini appelait récemment le hold-up du hold-up électoral. C'est-à-dire qu'ils ont fait le hold-up de la résistance aux Camerounais. La résistance, elle était camerounaise. Normalement, la diaspora devait juste l'accompagner. La diaspora en a fait le hold-up et les Camerounais ont dit, partez avec. Ce soir, Maurice Kamto demande aux Camerounais
de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Il faut comprendre aussi que Maurice Kamto, il a raison aussi de ne pas partir. Quand on creuse aussi la question dans l'autre sens, on comprend. Pour une raison simple. Il n'a pas obtenu les garanties d'une transparence de ces élections. Et le régime en place entendait utiliser ces élections pour humilier Maurice Kamto. Vous savez qu'un Sardina, c'est le gars que il fraude l'élection de façon éhontée. Il te montre qu'il a fraudé l'élection. Et puis, il te nargue en disant que tu as perdu, que ton score, c'est 2%. Il sait très bien que ce score-là n'est pas vrai, mais il te nargue en partant de là. Cela dit, ce n'est pas qu'un comportement propre au Sardina. Même les Tontina en sont friands. C'est-à-dire que le Tontina, tu peux le gifler. Et il arrive à dire que c'est lui qui t'a giflé. Et il finit par jubiler, bien qu'on ne voit pas où. Hein. Il va quelque part, il s'est fait gifler et il rentre, il dit mission accomplie, j'ai gagné. Donc, le Tontina rejoint les Sardina. Et c'est l'erreur que vous êtes en train de faire. C'est ce que Ghana a fait ce soir, avec un triomphalisme stupide, qui consiste à dire, on a gagné. Je cherche encore ce que vous avez gagné. Je ne peux pas bloquer les têtes de mort, malheureusement. C'est quelqu'un qui a un ordinateur devant lui qui peut le faire. Je ne peux pas bloquer les têtes de mort, mais soyez-en sûrs, ils seront bloqués juste après. Ce n'est pas les têtes de mort qui bloquent les directs. Ce n'est pas les têtes de mort. Ils ont signalé tellement mes pages que celle-ci a le bouclier. C'est pour ça qu'ils signalent, ça ne marche pas. Les têtes de mort, on s'en fout. Ils vont juste être bloqués après. Donc voilà, c'est pour dire en fait que Maurice Kamto, n'ayant pas ces garanties, s'est dit je ne vais pas aller là-bas me faire humilier, je n'y vais pas. Et il a eu raison de ne pas y aller. Il faut comprendre sa décision comme le fait de remettre les Camerounais face à leur conscience. Si la diaspora est responsable, c'est le message qu'elle doit passer et non pas venir dire. J'ai vu on m'a envoyé le lien d'un autre voyou qui explique que comme Maurice Kamto a décidé de ne pas aller à l'élection, maintenant, il va acheter sa part de bus. Il faut qu'on lui achète de bus. En gros, il y a une corrélation entre Maurice Kamto ne va pas à l'élection législative et l'achat de bus. Il y avait 2000 moutons à aller regarder un truc pareil. Moi, je ne vous comprends pas. Le bus va faire quoi? Là, Maurice Kamto attend que les Camerounais prennent fait et cause pour la refonte du code électoral. Si les Camerounais ne le font pas, Paul Biya va se présenter à l'élection seul et il va se faire élire tout seul. Et il va gagner. Et Maurice Kamto va disparaître définitivement. Donc son bus, le bus que vous allez envoyer sera bon pour aller faire la ligne Yaoundé-Baham. C'est tout. Le transport Yaoundé-Baham. Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez. Donc, venir un soir, comme aujourd'hui, dire que Maurice Kamto a eu raison et il faut qu'on achète de bus. Honnêtement, je ne vois pas trop le rapport. Je ne vois pas trop le rapport. Donc, il y a toujours des gens qui sont complètement givrés. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça hyper sensé. Il y a un autre qui nous a expliqué que Maurice Kamto était un visionnaire. Cette personne avait passé le temps à attaquer tous ceux qui disaient qu'il ne faut pas aller à l'élection. D'ailleurs, Modestine a été attaqué par ces gens-là. Et ce soir, la même personne explique que Maurice Kamto, il faut faire exactement ce qu'il dit. Quand il dit « va, je vais ». Donc, vous êtes devenu pire que les Sardinats, en fait. Vous êtes devenu pire que les Sardinats. En fait, c'est un peu comme si je vous dis j'ai envie d'aller en France. Prenons le cas du bus Platini. Pour revenir sur l'exemple du bus, ça va me rappeler un exemple qui m'est propre. Quand j'ai réussi le concours pour venir en France, vous savez que je suis venu en France par concours. Beaucoup arrivent par hasard, certains arrivent par la nage, certains arrivent par bateau. Mais je suis arrivé parce que j'ai réussi un concours depuis le Cameroun. Et où j'étais le deuxième d'ailleurs, j'étais deuxième, à niveau licence. Ce concours avait la particularité que quand vous l'avez réussi, c'était à vous de constituer votre dossier et de remplir les conditions. Mon papa, n'étant qu'un petit mbéré, savait qu'il ne pouvait pas trouver les 4 millions qui sont nécessaires pour la caution, plus les 1 million qu'il faut pour le billet d'avion. On avait un oncle à l'époque décédé aujourd'hui qui était délégué médical. Nous sommes allés le voir pour lui dire qu'on avait besoin de son aide et qu'il nous prête 4 millions, on dépose la caution, on demande le visa avec. Mon oncle nous a dit, écoutez, moi, je peux faire une chose, c'est je te paye le billet d'avion quand tu vas aller en France. Bon, j'ai regardé mon pâté, je m'attendais quand même à ce que mon pâté pose la bonne question, à savoir, mais comment il fait donc pour avoir besoin du billet d'avion s'il n'a pas le visa? Mon pâté n'a pas osé poser la question ce jour-là. Nous sommes repartis de là avec notre frustration. C'est-à-dire que la personne a pris position pour me donner un billet d'avion si j'ai le visa, en sachant que le véritable problème, c'était d'avoir le visa et que le plus dur n'est pas de partir en Beng une fois qu'on a le visa. Moi, si j'ai un visa et que je n'ai pas de billet d'avion pour aller en Beng, je m'en vais au port de Douala, je prends n'importe quel cargo qui arrive en zone Schengen, ils ont le droit de me prendre. Je lui donne 20 000, ils me déposent ici. Je vous dis sincèrement, si vous avez un visa, vous n'avez pas l'argent du billet d'avion, vous allez là-bas à Douala, là, au port, vous prenez n'importe quel capitaine, il a le droit de vous transporter, de vous déposer en zone Schengen si vous avez le visa.
Donc, pour dire en fait que ce n'était pas le plus dur. Mon oncle a choisi de me dire, je vais te donner le billet d'avion, alors que nous, on était coincés pour avoir le visa. Et que le billet d'avion, ce n'était pas ce qui m'inquiétait le plus. Et c'est exactement ce que notre ami Voyou a fait ce soir avec son direct, à savoir, Paul, quand oh, yeah, Tontinon, il faut acheter le bus. Le bus ne lui servira à rien s'il ne fait pas campagne. Et vous avez très bien compris, je crois qu'il a très bien expliqué que s'il ne va pas à l'élection, il n'aura pas d'élu. Et s'il n'a pas d'élu, techniquement, il ne peut pas se présenter aux prochaines échéances. En gros, il mise tout sur le fait qu'un mouvement va créer, conduit à la refonte du code électoral. Et je pense que le bus ne sert à rien pour l'instant. Ça ne sert à rien de parler de bus maintenant. Ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut se battre pour changer le code électoral. C'est la nouvelle résistance. Le hold-up électoral présidentiel, c'est terminé. Oubliez ça, oubliez le président élu, machin bidule. La bataille maintenant, c'est de changer le code électoral. Et là, vous rejoignez Cabral Libi que j'avais fumé à l'époque. Cabral Libi avait dit, nous sommes concentrés sur les prochaines échéances et le changement du code électoral. Il a dit au lendemain du hold-up électoral, je l'ai fumé moi-même en disant qu'il était trop tôt pour parler de ça, qu'il était temps de faire la résistance. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui a raison. Donc, il faut se concentrer sur la refonte. J'espère que l'opposition, pour une fois, va se mettre d'accord. Parce que, sachez une chose, vous êtes tous pareils, vous êtes tous logés à la même enseigne. Quand Bia va frauder, il va tous vous mettre à zéro. Donc, si vous voulez partir en ordre dispersé, vous serez perdant. Et nous, on sera là pour se foutre de votre gueule. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas matière à triompher de quoi que ce soit. Il n'y a rien d'acquis parce que le bon sens de la décision, le bon sens de la décision qu'a pris Maurice Kamto aujourd'hui repose sur le fait que les Camerounais vont réagir. Ce ne sont pas les Camerounais de la diaspora qui vont pousser au changement du code électoral. Ça, il faut être très très clair là-dessus. Ce n'est pas Calibri qui viendra au Cameroun pousser au changement. Ce n'est pas Nganan lui-même. Hein. Nganan, il peut appeler aux gens, il peut demander aux gens de prendre des machettes et tout ça. Lui-même, il ne pourra pas prendre la machette. Ce n'est pas Nganan qui viendra au Cameroun le faire. Ce n'est pas Calibri, encore moins Serge Anango. Vous en êtes bien rendu compte. Ce n'est pas Ahmed Kamer non plus. Voilà. Vous savez que lui-même, il est persona non grata en face. Donc, celui qui va pousser à ce changement, c'est le Camerounais du Cameroun. Et ça, ce n'est pas acquis. Parce que nous, à l'époque, je ne vais pas faire la même erreur que 2018. En 2018, j'ai cru que c'était acquis. C'est pour ça que nous avons fonctionné en partant du principe que le Camerounais va sortir. Il n'est jamais sorti. Il n'est jamais commode. Ça, ce n'est pas acquis. C'est l'équation, c'est le nœud de l'équation. C'est le facteur intégrant qui manque à l'équation. Ceux qui ont fait un peu mathématiques savent ce qu'on appelle facteur intégrant. C'est-à-dire que parfois, vous avez une forme différentielle qui est hyper compliquée à intégrer. En le multipliant par une fonction, hein, vous savez que vous multipliez une équation par une fonction, l'équation garde le même sens. Donc, en multipliant l'équation par un facteur intégrant, vous obtenez une forme différentielle exacte qu'il faut, par exemple, qu'il est facile d'intégrer très facilement. Donc, le facteur intégrant ici-bas, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais. Bon, il faut que je vous explique en fait ce que j'entends par facteur intégrant. Vous avez par exemple, parfois, ceux qui ont fait thermodynamique, ils savent que le travail et la chaleur sont des différentiels inexacts. Hein. Quand on dit qu'une différentielle exacte, vous avez une équation comme ça, là, qui est égale à g de x. Voilà. Vous avez ça comme ça. C'est hyper compliqué à résoudre au départ. Vous multipliez par une fonction f de x égale à f de x, y de x. Vous obtenez donc f de x de xx, f de x est égal à 0. Vous obtenez une équation différentielle comme ça. Vous arrivez à démontrer que c'est une différentielle exacte, c'est-à-dire qu'il existe une fonction g telle que cette équation se réduit à d de g égale à 0. Vous obtenez une différentielle exacte. Et donc, vous arrivez juste à intégrer d de g pour obtenir g de x et par là résoudre l'équation différentielle. Donc, l'équation camerounaise est très complexe. Et pour pouvoir le simplifier, le facteur intégrant, c'est les Camerounais. Et bien, si les Camerounais décident de vouloir le changement du code électoral, ça changera. Et s'ils ne veulent pas, il faut prendre acte. Tous les opposants, là, vous cherchez une activité, vous travaillez, vous considérez que le Cameroun est un royaume et que les Camerounais l'ont intégré comme tel. C'est le peuple qui est souverain, ça sera leur choix. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et j'espère que vous allez prendre conscience. Évidemment, ce soir, ce n'était pas un direct pour fouetter qui que ce soit. Ne vous trompez pas beaucoup. Hein. Les directs de chicotte arrivent.
Les deux directs qu'il y a eu aujourd'hui de Marc Senganan, je vais décrypter ça prochainement sous l'angle de la chicotte. Parce que ces gars, c'est des crétins, c'est des gars qui ont le cul et du chou. Hein? C'est-à-dire qu'ils réfléchissent comme... Voilà. Et maintenant, j'ai vu quelqu'un qui me disait qu'il fallait que je réponde à Bertil Kamit. Alors, si vous venez me suivre sur Facebook et vous allez suivre les Bertil Kamit, vous venez me dire en fait que je dois répondre aux gens comme Bertil Kamit, vous êtes de nature à être bloqué. Vous savez que quelqu'un est un idiot, vous savez que quelqu'un est un villageois, vous le savez très bien. Vous allez l'écouter, vous me demandez d'aller... Moi, je ne l'écoute pas. Vous allez l'écouter, vous me demandez de lui répondre. Hey, what the fuck you guys done? Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation dépend des Camerounais. Il y a Isaac Son qui dit aussi quelque chose de très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi, Isaac. On a été en désaccord lors du hold-up électoral, mais on finit par se retrouver. C'est marrant. Je vous ai dit, faites très attention. Je ne veux pas les alliances de circonstances. Je ne veux pas des gens qui subitement me trouvent intéressant parce qu'aujourd'hui, je dis des choses qui leur plaisent. Trouver quelqu'un intéressant, c'est parfois être capable de le suivre même si on ne comprend pas où il va et lui faire confiance. Donc ne venez pas demain après dire je croyais que je ne vous ai rien demandé. Venez vous continuer simplement, vous écouter et vous barrer. Voilà. Mais cela dit, je suis d'accord avec toi, Isaac. Si les présidents des partis politiques prennent la mesure de ce qui s'est joué aujourd'hui, le Cameroun peut changer. On peut rattraper le hold-up électoral perdu. Maintenant, si chacun veut aller et que c'est le chacun pour soi, bah, le Cameroun restera le Cameroun. Et ça ne changera pas et il faudra bien l'accepter. Et moi, je recontinuerai mon combat, qui n'est pas politique, hein, qui n'a jamais été politique d'ailleurs. Pour ceux qui me connaissent, Isaac Son qui est là peut le savoir. On a été adversaires pendant ce hold-up électoral, mais lui fait partie de ceux qui connaissent mon identité d'avant. À savoir que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans la haine. Je suis dans le Cameroun et je pense que la chicotte fait partie de cela. C'est la raison pour laquelle je serai là à chaque fois pour vous administrer votre fessée périodique qui peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, en fonction de mes disponibilités. Je vous souhaite une très bonne soirée.